Eh bien, merci d'être présent pour ce créneau. Je suis François Zamora. Mon métier de base, c'est RSSI de la division Europe du groupe Orange. La division Europe du groupe Orange, c'est 7 pays en dehors de France. 7 pays, dont 4 voisins de l'Ukraine. Ça fait à peu près 10 milliards d'euros et 28 000 personnes, donc un quart du business du groupe. Je remercie beaucoup les organisateurs du Cybershow Paris de me donner l'organisation d'exprimer ce matin. C'est une occasion assez rare et même en tant que président de commission de normalisation cybersécurité à l'AFNOR, c'est un moment précieux et j'espère que le créneau vous plaira. Alors l'AFNOR, normalisation, c'est l'une des 4 grandes activités de l'AFNOR qui correspond à la normalisation, l'édition, les compétences et assertifs. Donc vous avez vu sur ces espaces déjà une présentation de AFNOR Certification, dont le business est de réaliser des prestats de certifs. Nous, dans la commission de normalisation, on crée les référentiels en lien avec plusieurs écosystèmes. Nous sommes 200 à 250 membres dans cette commission de normalisation, toute industrie confondue, académie, gouvernement, tout confondu. Le contexte de cette présentation, c'est faire écho à ce qui se passe en Europe. Vous l'avez compris, l'Europe, elle est en train de se chercher un espace de prospérité et aussi de se chercher des espaces de partenariat, que ce soit en mode un peu forcé avec les US ou en mode exploratoire avec la Chine. En tout cas, l'espace européen n'a pas de revendication d'être le maître du monde, mais en revanche une revendication de prospérité. Et dans cette recherche de prospérité, il y a un minimum de posture, de autonomie. Et cette autonomie, elle prend notamment la forme, dans l'espace de notre numérique, une série de textes d'exigences qui visent à faire de l'Europe un espace de prospérité robuste et résilient. On a donc dans cette posture des règles claires d'entrée sur le marché unique de l'Union, et pour que ces règles soient claires, ces règles claires, elles déclinent une quête d'autonomie ou de dépendance choisie en matière de capacité de compréhension, de décision et d'action. Compréhension, c'est compréhension du monde et de compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de notre territoire. La capacité de décision, vous voyez dans la presse et dans les médias qui est plutôt leader et qui est plutôt suiveur, et puis d'action en fonction des capacités d'indépendance ou de dépendance technologique que nous pouvons observer. On a donc un corpus de directives et de règlements censés s'appuyer sur des normes de robustesse et de résilience, des méthodes et des moyens d'évaluation. C'est ce que je vais vous proposer d'avoir en aperçu, de façon à avoir des clés de lecture pour observer quelles sont les déclinaisons normatives de ces textes et règlements. Donc des normes pan-européennes créées ad hoc ou issues d'un process d'adoption dit harmonisation. Je vous cite les textes qui sont en train d'arriver. Nice 2, la France est parmi les derniers pays d'Europe à transposer cette directive. On va voir son contenu et comment on se la représente. L'AI Act qui détermine tout un écosystème éthique autour de l'usage de l'intelligence artificielle. La CER, Critical Entity Resilience, qui détermine des exigences de résilience pour des opérateurs d'importance essentielle à la vie économique, mais aussi à la vie démocratique du continent. Et bien sûr, le CRA, le Cyber Resilience Act, qui détermine tout un corpus d'obligations pour les éditeurs logiciels et tout fournisseur de produits IT. Et DORA, qui s'intéresse au monde financier sur la résilience et la robustesse de certaines parties des systèmes d'information utiles aux transactions. Alors, cette représentation-là, elle fait appel à 3 clés de lecture. Ça va être un petit peu dense, mais la première, vous voyez, on a 3 points. Un point de perception, c'est notre perception d'un point de vue
lecture de la situation. Et puis, en réalité, il y a toujours un biais entre la perception de la réalité et puis la réalité elle-même. Et on va chercher ensuite, d'un point de vue maîtrise du risque, eh bien, une fois qu'on a compris où on se situe dans le risque, quelle est la zone de maîtrise ou la zone safe que l'on peut chercher au travers d'une démarche d'amélioration continue. La deuxième lecture, elle est un petit peu plus complexe. C'est une représentation des techniques d'analyse. Ça, c'est complètement tiré de BIOS Risk Manager ou l'ISO 27005-2022. Vous avez, et là je vais insister, retenez simplement la partie gauche, c'est le panel de menaces. La partie du milieu, c'est ce que vous défendez et les enjeux que vous servez. La partie droite, c'est l'appréciation des gravités. Et ce qui est en dessous, ce sont les ressources de votre organisation qui portent les activités, les informations qui vous sont essentielles. Lorsque vous avez compris ça, vous avez tout compris. Ce qui est essentiel pour vos enjeux, ce sont vos activités, vos données, votre savoir-faire, les données clients, etc. Ce sont les valeurs métiers, business assets. Ces valeurs métiers sont portées par des ressources et ces ressources sont de multiples formes. Ce sont des humains, ce sont des clouds, des laptops, des logiciels, des partenaires, des moyens physiques, des sites physiques, des bâtiments, et j'en passe. Et ainsi, dans cette représentation du monde, votre périmètre d'action essentiel, il est entouré de fournisseurs et de parties prenantes. Et ces fournisseurs, parties prenantes, on les retrouve ici, dans ce cercle bleu. Et c'est cette partie prenante qui participe à vos activités, qui sont aussi bien des parties prenantes que des ressources à vos activités, peuvent faire l'objet d'attaques. Et dès lors qu'elles sont compromises, elles deviennent des agents de menace. Eh bien, les sources de risque, notre environnement, elles peuvent avoir des approches d'attaque directes, directement sur votre périmètre, ou bien indirectes via vos parties prenantes. Les normes vont s'intéresser à décliner des mesures de prévention, de réaction, de résilience pour chacun des domaines de ressources que vous avez en utilisation. Ça, c'est le premier domaine des normes. Une clé de lecture de représentation des normes, c'est la protection des ressources. La crypto, l'intelligence artificielle avec les logiciels qui vont bien, le vulnerability management, les bonnes pratiques de DevSecOps, tout ça, ça vise à protéger vos ressources. Maintenant, vous avez des frameworks d'amélioration continue que l'on appelle des systèmes de management et qui n'est rien d'autre qu'une démarche d'amélioration continue. Donc les domaines des normes, c'est deux grandes familles, les systèmes de management et les mesures de sécurité, de prévention ou d'amélioration. En troisième clé, c'est les espaces de confrontation. Vous avez une représentation qui est ici issue de la norme 27100 et qui représente le monde comme étant trois couches simples, physique, cybernétique et anthropique. Physique, c'est la localisation géographique, les câbles sous-marins, la fibre optique, c'est tout ce qui est le matériel physique pour préparer les infrastructures. Au-dessus, vous avez les logiciels, les firmware, les logiciels, les middleware, tout ce qui relève du monde des technologies numériques. Et juste au-dessus, dans la couche anthropique, vous commencez à voir les usages du numérique. Et dès lors qu'il y a usage par l'humain, il y a des représentations cognitives induites par le numérique qui est présenté à l'humain. Si j'ai par exemple une page Facebook dans laquelle j'ai 1 million de suivis avec 1 million de likes sur Obama, je commence à utiliser une page web et la représentation qui m'est suggérée par le contenu de cette page web induit des représentations cognitives individuelles ou collectives lorsqu'on marche en réseaux sociaux. Et c'est là où on entre dans le domaine du cognitif, qu'il soit synthétisé par une intelligence artificielle ou qu'il soit humain. Et l'espace
de confrontation où on cherche, où des gouvernements cherchent à influencer en masse la représentation cognitive au moment d'élection. Ça s'appelle des PSYOPs et ça fait appel à des techniques d'influence qui passent par des contenus sur les réseaux numériques. Représenter le monde selon ces couches-là ouvre la voie à une représentation de scénarios de menaces et des techniques d'attaque comme des techniques de défense. Et c'est l'objet là aussi d'un certain nombre de normes qui vont paraître, notamment pour protéger le comportement des composants d'intelligence artificielle qui ont pour seul élément cognitif une capacité de compréhension des données qu'on lui donne, mais aussi une capacité de décision pour ensuite produire le résultat qu'on attend de lui. Le problème, c'est que lorsqu'on altère soit ces paramètres, soit on altère les données d'entrée d'une certaine façon, on agit sur la qualité du processus cognitif qu'il a mis en œuvre. Et ce sont ces explorations de modèles de représentation et d'attaque et de défense qui sont aujourd'hui l'objet de travaux normatifs en 2025. Les gros leaders dans le sujet, c'est Microsoft, Google et AWS. Alors, pour résumer, prévoir les risques de façon juste puis s'améliorer en continu. On a une convergence de la perception des risques vers la situation réelle. Et ça, c'est l'objet de l'approche par les risques. Dans la cyber, c'est la 27005. Dans la responsabilité sociétale, c'est la 26000. Vous avez aussi des référentiels de mesures d'évaluation pour vous aider à observer les effets d'efficacité de vos mesures existantes. Mais aussi, vous avez une possibilité de réaliser une démarche d'amélioration continue du point qui se trouve en haut vers le point qui se trouve en bas à droite. Et cette itération, eh bien, c'est exactement le fond de commerce des systèmes de management de la sécurité de l'information ou des systèmes de management d'intelligence artificielle. Alors, pour faire converger la perception des risques vers la réalité des faits, vous voyez quelques petites catégories de normes. Ça encore, ce sont les clés de lecture proposées dans cette présentation. La pratique des normes en appui, 27005, 26000, 22300, 22313 pour la partie source de risque et écosystème de vos activités. Sur les périmètres métiers, vous recensez les valeurs métiers, c'est-à-dire les fonctions, les informations qui vous sont essentielles. Vous pouvez utiliser la 27005 ou la 9001. Vous pouvez aussi le périmètre des ressources concernées, c'est recenser les actifs supports. Et là, toutes les technologies, tout le monde des technologies s'offre à vous. Vous identifiez aussi ça avec des bases de connaissances de vulnérabilité et de menaces qui s'appliquent sur toutes typologies de ressources dans l'entreprise. Et enfin, lorsque vous souhaitez réaliser une amélioration continue, eh bien, vous faites appel à la 27005 pour la partie gestion de risque et photo de l'instantané, la 27001 pour le volet sécurité de l'information, 27701 pour le volet privacy, et la 27002, c'est votre bagage, votre librairie à mesure de sécurité pour mettre en adéquation votre stratégie de prévention ou de réaction ou de résilience. La normalisation en réponse aux exigences de l'UE, elle est essentielle parce que les textes de règlement obligent forcément à ce que des mesures de sécurité soient documentées par des normes avec un statut européen. Et dès lors que vous avez compris ça, vous inscrire dans une commission de normalisation vous donne tout de suite, à 3 ans, 5 ans, la préparation des travaux en normes européennes qui s'annoncent pour répondre à des demandes de normalisation qui sont émises par la Commission. Et ces demandes de normalisation ont un cycle de réponse, un cycle de vie qui s'étale sur entre 2 et 4 ans. Voilà, pour vous donner une idée. Si vous loupez le coche de l'anticipation, alors vous allez être mis en face de normes qui sont parues et qui deviennent
qui initialement étaient volontaires et qui deviennent progressivement obligatoires par les effets de leur référencement dans des textes de réglementation. Si on loupe ce coche-là, eh ben on est mis un petit peu au pied du mur et on est obligé, si on veut respecter les textes qui nous sont applicables, d'entreprendre une gestion de changement forcée avec des coûts infiniment plus forts. Donc l'intérêt, c'est de bien avoir une visibilité très prospective de ce qui se prépare en Europe, de façon à anticiper les changements et les coûts. Aujourd'hui, il y a le CRA qui arrive, le Cyber Resilience Act, il impose toute une série de features pour assurer la robustesse des logiciels. Les éditeurs ne sont pas prêts. Je regarde ce qui est enseigné dans les écoles de développement informatique. Il y a encore un peu de marge de progrès pour permettre aux étudiants d'avoir des choix guidés par la robustesse de certains composants qu'ils vont utiliser dans un certain nombre de développements. Donc il y a toujours des effets très très bénéfiques de participer au cercle de normalisation pour avoir cette capacité de compréhension de ce qui va se passer dans les 3-4 prochaines années. L'écosystème, c'est celui-là, il est sur 3 couches, 3 granularités géographiques, le pays, le continent ici européen et enfin le globe à l'international. CEN-CENELEC, EDSI sont les 3 instituts chargés et habilités à produire des normes européennes. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est le comité technique joint Joint Technical Committee, JTC, 21 pour l'intelligence artificielle au niveau européen, qui coopère avec le Joint Technical Committee 13 qui s'occupe de la cyber au niveau européen, une passerelle qui regroupe toutes les projets de normes de cyber pour l'intelligence artificielle se trouve au JWG 5, c'est la Joint Working Group numéro 5. Et puis vous avez en coopération avec l'ETSI, le Technical Committee Cyber, qui est assez prolixe aussi en matière de suggestion de référentiels de protection. Cet écosystème européen, c'est celui-là qui fait foi pour répondre au règlement européen. Il a une particularité, c'est qu'il y a des conventions avec l'ISO qui permettent d'adopter des normes qui sont plutôt en avance à l'ISO et qui sont prêtes pour un copier-coller au niveau européen. Voici un petit mapping et une suggestion. Utilisez les normes comme étant le pivot des preuves que vous allez organiser pour démontrer votre conformité au règlement européen. Moi, en tant que RSSI, sur une division Europe, j'organise toutes mes preuves selon la 27001, 22301 pour la partie continuité d'activité. Elles sont toutes mappées automatiquement par mon outil de GRC préféré vers les référentiels des règlements. Je n'ai pas un seul reporting ou une collecte de preuves qui soit dédié CRA, dédié NIS2, dédié GDPR, dédié DORA, dédié CER. Je n'ai aucune collecte dédiée pour attester de ma conformité au règlement. Je fais tout par la norme et ensuite, lorsque une autorité vient me visiter pour mon niveau de préparation à Nice, eh bien, je lui donne mes preuves 27001, 27002 avec tous les enregistrements d'activité qui vont bien. Et toutes ces preuves-là, elles sont mappées grâce à un système d'information vers les référentiels réglementaires. Donc, ne vous laissez pas embarquer, c'est ma suggestion, my two cents, ne vous laissez pas embarquer sur de la collecte de conformité spécifique à des règlements. Mettez en place les normes et ensuite profitez du mapping automatique des normes. Voici un exemple. Il y a DORA à gauche et puis il y a la NIS2 à droite. Donc vous voyez que dès lors que vous avez des points communs entre la gauche et la droite, ce sont des points communs qui sont liés à des éléments de normes, eh bien ces éléments de normes, c'est votre pivot vers les différents référentiels normatifs.
Focus sur les techniques d'attaque sur l'intelligence artificielle. Vous pouvez vous baser sur la 27090. Là, encore une fois, le leader de la rédaction de ce truc-là, c'était Microsoft. Ils sont super affûtés pour identifier les techniques d'attaque sur l'intelligence artificielle. Des techniques d'attaque qui ne sont pas seulement de l'abus de droit sur du stockage de données, mais qui sont de l'altération des données faite dans un but pour altérer le mécanisme d'intelligence artificielle. On est dans la couche cognitive de synthèse, pas humaine, mais c'est quand même la couche de synthèse, de cognitive, et c'est cette couche cognitive qui fait l'objet des enjeux de demain. Voilà, je vous invite à rejoindre les commissions de normalisation sur les différents domaines qui vous intéressent. Il y a la cyber, il y a le cloud, il y a l'identité. L'identité numérique est un énorme chantier européen et qui ouvre beaucoup de perspectives pour des prestats de conseil, mais aussi des prestats crypto. Et c'est ce qui fait notre futur passionnant. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Est-ce qu'il y a des normes qui sont parues et qui forcent l'utilisation de méthodes de crypto avancées? En post-quantique. Qui soient résistantes aux attaques. Ok. Alors, il y a un référencement des algos de chiffrement de signature post-quantique. Ça fait l'objet d'un concours au niveau du NIST. Il n'y a pas de posture d'obligation dans la norme. Les normes, elles sont toutes par défaut volontaires. Et elles deviennent obligatoires lorsqu'elles sont référencées explicitement dans un texte réglementaire. Voilà. D'autres questions? Eh bien, merci. Je laisse la place à mon successeur.